Si aujourd'hui l'offensive russe en Afrique est une menace pour la France, Emmanuel Macron, quant à lui, voit en cela une diplomatie qui montre une double face. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières. Au sortir de ces échanges entre les deux présidents, il est clair que l'Afrique, qui regorge plusieurs ressources, est déterminée à prendre son destin en main, et à cette allure, la proie est devenue le prédateur. C'est un secret de Polichinelle. Emmanuel Macron est au Cameroun depuis plusieurs heures maintenant. Il a foulé le berceau des ancêtres dans un contexte de répression aggravée et surtout 2 années et demie après avoir promis à un citoyen camerounais qu'il a interpellé à Paris au sujet de la situation des droits humains au Cameroun, qu'il mettrait donc le maximum de pression sur le président camerounais Paul Biya pour que cette situation cesse. Juste à côté de ce cas, Emmanuel Macron est conscient de cette envie qui bouillonne dans les esprits de l'opposition, de la société civile, mais encore plus des médias qui, en principe, si l'opportunité leur avait été donnée, les questions n'auront pas eu de limite. Illustration, le système électoral camerounais qui, selon une certaine opinion, ne permet pas d'avoir des élections libres et transparentes. Source alors, pour la plupart du temps, de conflits. Un élément pas du tout négligeable, le fait, pour une bonne partie de l'opposition, justement, qu'il n'est pas possible que les 2 chefs d'État n'abordent pas la question de la transition à la tête du pays. Avec le refus donc de l'injonction médiatique, comment en savoir davantage sur le sujet, au même titre que la transmission du pouvoir de père en fils de Biya et bien sûr à un autre, en l'occurrence son fils, pour lequel des mouvements de soutien se font de plus en plus brillants dans la capitale politique. Une autre préoccupation évoquée par l'opposition, le fait que les Camerounais n'accepteront pas que leur soit imposé qui que ce soit à la tête de la magistrature suprême, en remettant alors au goût du jour ces interpellations à la France sur ce qu'elle qualifie de contentieux historique. Elle va donc de ce pas quêter la moindre déclaration allant dans le sens de la reconnaissance du lourd passif de la période pré- et post-indépendance. Voilà donc, merci à l'équipe rédactionnelle de Foyou Média pour cette tranche d'informations. On va rester toujours dans la même lancée, puisque Nguili nous a rejoint sur ce plateau pour nous livrer les informations relatives à la revue de presse. Bonjour à Samzili, bonjour à ton panel, bonjour surtout à nos nombreux téléspectateurs. La revue de presse de ce mercredi 27 juillet, vous le savez, elle sera en partie dominée par cette visite d'Emmanuel Macron du côté du Cameroun. D'ailleurs, les journaux camerounais en font écho ce matin, ils sont nombreux à en parler. On commence bien sûr par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, en kiosque ce matin, qui titre sur un air de renouveau, avec bien sûr ce tête-à-tête hier du côté du Palais de l'Unité entre
entre le président français Emmanuel Macron et son homologue camerounais Paul Biya. Selon d'ailleurs nos confrères ce matin, du côté du palais de l'unité de Yaoundé, les présidents Paul Biya et Emmanuel Macron ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays. C'était d'ailleurs le point culminant de la visite officielle du président français Emmanuel Macron, qui a par la suite quitté Yaoundé après une rencontre avec les sociétés civiles camerounaises et françaises. Retour donc sur cette journée qualifiée de marathon avec bien sûr nos confrères du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ce matin. Un article à retrouver de la page 2 à la page 3. Même son de cloche ce matin du côté bien sûr du journal La Nouvelle Expression, toujours du côté du Cameroun, qui titre sur le génocide au Cameroun. La France refuse de demander pardon. La une donc de ce quotidien d'information. Selon d'ailleurs nos confrères de ce côté, le président français conditionne la reconnaissance des crimes à un travail conjoint de fouilles d'archives dont les résultats sont envisageables sur plusieurs années encore. Une information à retrouver en page 6 ce matin. Nos quotidiens Mutation sont sur cette question hier. À l'occasion de cette conférence de presse conjointe, ambiance donc au palais de l'unité à l'occasion de cette visite d'Emmanuel Macron. Une information à retrouver en page 9 ce matin. Le quotidien Émergence de son côté nous parle bien sûr de ce tête-à-tête entre mésentente et opposition. Selon d'ailleurs ce journal, candidature de Paul Biya en 2025, succession au sommet de l'État camerounais, accord militaire avec la Russie, dossier russo-ukrainien, les points les plus divergents possibles. Macron en donneur de leçons. Bref, les grands points évoqués hier à l'occasion bien sûr de ce tête-à-tête sont à retrouver ce matin dans bien sûr ce journal. On parle bien du quotidien Émergence. Le quotidien Le Messager titre sur on va le dire comme ça, il s'agit d'une une bien assez ironique. Succession au sommet de l'État, Paul Biya dans les bruits, pour employer bien sûr une expression qui enflamme la toile depuis plusieurs jours maintenant du côté du Cameroun. Interpellé hier sur sa probable candidature à l'élection présidentielle de 2025, le chef de l'État camerounais a préféré donc jouer la carte des sourds. Maintenant, le suspense après bien sûr plus de 40 ans aujourd'hui au pouvoir. Une information à retrouver bien sûr en page 3 ce matin du quotidien Le Messager. On quitte le Cameroun pour parler du Gabon, plus particulièrement du site d'information Gabon Actu ce matin, qui titre sur la décentralisation, avec bien sûr cette réflexion du comité technique pour la mise en œuvre du transfert des compétences. Selon nos confrères, le ministre de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires, Michel Menga-Essonne, a donc présidé le mardi 26 juillet 2022 à Libreville une première réunion du comité technique de la décentralisation, nouvelle entité chargée de mettre sur pied les organes de la décentralisation. Une information à retrouver donc ce matin dans le site d'information Gabon Actu. Gabon Review de son côté nous parle de cette condamnation, celle de Ike Gweni, l'ancien conseiller spécial d'Ali Bongo et porte-parole de la présidence de la République. Il a donc été reconnu coupable des faits de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Il écope également d'une amende de 50 millions de francs CFA et de 50 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La sentence a été prononcée hier. Une information à retrouver ce matin dans le site d'information Gabon Review. Gabon Review, c'est aussi ce chiffre, 25%. Voilà le taux donc des routes bitumées d'ici l'horizon 2025. Selon d'ailleurs nos confrères de ce site d'information ce matin, le ministre des infrastructures a décliné les projets pour lesquels il sollicite le budget de son département lors des conférences budgétaires. C'était hier, mardi 26 juillet 2022 à Libreville. Parmi donc ces projets, le projet d'appui au secteur des infrastructures, à travers bien sûr lequel le taux de route bitumée au Gabon devrait passer à 25% à l'horizon 2025 contre 20% actuellement. Une information à retrouver de ce côté. Du côté du Tchad, le site d'information Tchad Info ce matin nous parle de la coopération entre le Tchad et l'Union européenne, avec bien sûr ces 100 millions d'euros d'appui à la transition tchadienne. Sur les 100 millions d'euros prévus, 6 millions ont déjà été décaissés. Une information à retrouver donc ce matin de ce côté. Tchad Info, c'est aussi ce dossier burkinabé qui est ouvert, avec bien sûr l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, qui demande pardon au peuple
et à la famille de Thomas Sankara. Selon nos confrères tchadiens ce matin, une délégation ivoirienne a donc été reçue en audience hier mardi du côté de Ouagadougou par le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Une délégation porteuse d'une lettre de l'ancien président Blaise Compaoré qui vit désormais en exil du côté de la Côte d'Ivoire. Selon bien sûr le gouvernement burkinabé, dans cette lettre, Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes qu'il a pu commettre durant son mandat. Il demande surtout pardon à la famille de son ami et frère décédé Thomas Sankara. Une information donc amplement développée ce matin par nos confrères du site d'information Tchad Info. On fait bien d'ouvrir ce dossier burkinabé parce que dans la suite de cette revue de presse, nous allons immédiatement du côté du Burkina Faso pour parler justement de nos confrères du site d'information Ouakat Sira. La même information est véhiculée ce matin avec bien sûr l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, qui demande donc pardon au peuple burkinabé et à la famille de Thomas Sankara. Une information amplement développée de ce côté ce matin. Ouakat Sira, c'est aussi ce nouveau mouvement, celui qui vise à rompre avec les mauvaises pratiques. Il s'agit bien sûr du mouvement burkinabé, la mobilisation des intelligences pour le Faso, une nouvelle organisation de la société civile qui compte en son sein des membres comme le professeur Étienne Traoré, Tala Diadia, Diambiano ou encore le docteur Christine Paré. Ce mouvement a d'ailleurs appelé hier mardi 26 juillet 2022 face à la presse à Ouagadougou à une rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance dans le but de faire avancer le Burkina Faso. Les enjeux, mais surtout le but recherché par ce nouveau mouvement de la société civile du côté du Burkina Faso. Faites un tour ce matin du côté du site d'information Ouakat Sira pour en savoir un peu plus. Le site d'information burkinabé Sidoua, de son côté, nous parle du message de l'ancien président Blaise Compaoré au peuple burkinabé. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a donc effectivement reçu hier en audience à Ouagadougou, au palais présidentiel, Ali Koulibaly, le conseiller spécial du président ivoirien Alassane Ouattara. Il était accompagné de la fille de l'ex-président du Faso, Djamila Compaoré. Dans le message livré par l'émissaire, Blaise Compaoré demande pardon pour les actes qu'il a pu commettre durant son magistère, plus particulièrement à la famille de Thomas Sankara. La lettre donc de pardon est à retrouver ce matin dans le site d'information burkinabé Sidoua. Du côté de la Côte d'Ivoire, Abidjan.net en ligne ce matin nos titres en politique avec bien sûr ce processus de réconciliation nationale qui a été entamé depuis 2011 par le président ivoirien Alassane Ouattara. Selon d'ailleurs nos confrères ce matin, après plus d'une décennie de crise, le président de la République Alassane Ouattara a donc dès son accession au pouvoir en 2011 manifesté son attachement à rétablir la cohésion sociale. Des actions fortes se sont clairement fait ressentir sur le terrain. La preuve, la dernière réunion tripartite entre bien sûr le président Ouattara, Henri Konan Bédié ou encore Laurent Gbagbo, c'était le 14 juillet dernier. Preuve que désormais ce processus de réconciliation est plus que jamais enclenché du côté de la Côte d'Ivoire. Du côté du Mali ce matin, nos confrères du site d'information Maliweb nous parlent de la clôture de la rencontre entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et les gouverneurs des régions. Selon d'ailleurs le site d'information Maliweb ce matin, le président de la transition, chef d'État, son excellence Assimi Goïta, a rencontré depuis lundi dernier les gouverneurs des régions et des districts de Bamako pour la clôture des travaux d'échange qui ont donc démarré, c'était effectivement lundi dernier. Ces travaux auxquels on prépare le chef de gouvernement, le ministre de l'administration territoriale ainsi que le porte-parole du gouvernement ont pour la plupart porté sur les modalités qui permettront bien sûr une transition réussie du côté du Mali. L'essentiel à retenir à l'issue donc de 2 jours de travaux du côté du Mali est à retrouver ce matin dans le site d'information malien Maliweb. Maliweb nous parle également de cette entrevue entre bien sûr le président français Emmanuel Macron et son homologue camerounais Paul Biya, mais surtout du président français qui s'attaque plus que jamais à la Russie. Selon d'ailleurs nos confrères de ce site d'information malien ce matin, le français Emmanuel Macron a donc
fustigé hier mardi à Yaoundé l'agenda russe en Afrique. Macron s'exprimait en conférence de presse lors d'une conférence conjointe avec son homologue camerounais Paul Biya. Au terme de sa visite au Cameroun, Macron a commencé par évoquer la présence d'une grande puissance politique et militaire qui a développé une relation avec plusieurs pays du continent. Bien sûr, il a parlé surtout de cette présence qualifiée d'hybride, lui qui critique plus que jamais l'agenda russe en Afrique. Les propos donc d'Emmanuel Macron sont à retrouver ce matin dans le site d'information Maliweb. La revue de presse donc de ce matin, on la termine du côté de la France parce que nos confrères du site d'information Libération parlent également ce matin de cet agenda du président Macron en Afrique, mais surtout de son passage du côté du Cameroun avec bien sûr la transparence, colonisation au Cameroun. Emmanuel Macron demande à des historiens de faire la lumière sur les actions de la France au Cameroun. En visite au Cameroun, donc le chef de l'État français a demandé officiellement à ses historiens donc de faire la lumière sur l'action en France pendant la colonisation et après même les indépendances, ouvrant ainsi donc en totalité les archives françaises afin d'y voir un peu plus clair. Les deux informations majeures à retenir à l'issue donc de cette revue de presse, on vous l'a dit à l'entame de cette revue. Tout d'abord du côté du Cameroun, la visite d'Emmanuel Macron, son passage donc du côté du Cameroun, surtout ce tête-à-tête avec du Cameroun, notamment la nouvelle expression dans sa parution de ce mercredi. La France, ou du moins Emmanuel Macron, a refusé de demander pardon aux Camerounais. L'autre information majeure nous vient du côté du Burkina Faso avec cette lettre portée par l'émissaire du président ivoirien Alassane Ouattara, une lettre dans laquelle clairement l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, demande pardon au peuple burkinabé, mais plus particulièrement à la famille de son ancien ami, aujourd'hui décédé. Il s'agit bien sûr de Thomas Sankara. Nous y reviendrons longuement lors de nos prochaines sessions d'information. Entre-temps, je pense que ça fait d'ailleurs partie de l'une des thématiques évoquées ce matin dans le cadre de cette émission, qui sera bel et bien chapeautée par Hassan Sidi. Bonne émission à vous. Merci à vous, Nguéné, pour cette revue de presse, toutes ces informations relatives donc au déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique. La presse camerounaise s'est largement étendue sur le sujet. Vous êtes également revenu sur cette autre actualité qui fera l'objet de nos échanges ce matin, à savoir cette lettre d'excuse de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré à l'endroit du peuple burkinabé, mais également à la famille du regretté Thomas Sankara. Nous en parlerons dans le cadre de ce programme avec bien sûr l'expertise d'Abdoul Ndam qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Azili. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Bonjour à nos techniciens et également au top management de Forum Média. Je vous souhaite une très bonne émission et que on va essayer de décrypter le contenu de ce pardon de M. Blaise Compaoré, à l'effet de comprendre les enjeux de ce pardon-là. Et nous reviendrons également sur cette autre tournée qui n'a peut-être pas trop fait parler, cette tournée en terre africaine du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. On rappelle que dans son agenda figure l'Égypte, le Congo, l'Ouganda et bientôt l'Éthiopie. En quelques jours donc, le ministre russe des Affaires étrangères a sillonné l'Afrique. L'objectif était donc de rassurer les pays africains lourdement dépendants des céréales ukrainiens. On reviendra sur ce déplacement. On rappelle que lors de son passage au Cameroun, le président français Emmanuel Macron a évoqué cette présence russe en Afrique, une drôle de coïncidence puisque la présence de Sergueï Lavrov en Afrique a coïncidé également avec celle du président français Emmanuel Macron, une preuve que la Russie est vraiment engagée dans son programme d'expansion en terre africaine. Alors, l'expertise de ce matin se fera également avec Tapé Goubera, président du mouvement pour la renaissance de la à 90% à partir du port d'Odessa par la mer. Or, l'armée russe
a bombardé le week-end dernier, a eu à faire des bombardements autour du port d'Odessa, où l'on demande la signature d'un important accord vendredi. Cet accord, pour rappel, prévoit notamment l'instauration de couloirs sécuritaires afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands et l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine. Or, lors de son déplacement au Caire, de Sergei Lavrov, effectivement, est revenu. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est arrivé à Oyo, au nord de la République du Congo-Brazzaville, le dimanche 24 juillet, pour une visite de travail de 48 heures. Dans l'après-midi du 25 juillet, le diplomate russe a eu un entretien avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, à Golodoua. Au sortir de cet échange, une conférence de presse a suivi. Nous avons eu une discussion détaillée avec M. le Président, avec M. Sassou Nguesso, et les discussions avec mon proche ami, le ministre des Affaires étrangères. Nos relations s'appuient sur une histoire ancienne d'amitié et de coopération. Elle repose sur le principe d'égalité de droit et de respect des intérêts mutuels et de coopération sur l'arène internationale conformément à la charte de l'ONU. Aujourd'hui, nous avons examiné la dimension du renforcement de notre coopération et notamment qui est très prometteuse, notamment en matière énergétique, des transports, des infrastructures, de télécommunications. Un certain nombre d'entreprises russes travaillent dans la République du Congo et manifestent leur intérêt. Nous avons vu une réaction tout à fait positive pour développer de nouveaux projets. Les orientations concrètes qui ont été discutées aujourd'hui seront travaillées pour préparer la nouvelle commission intergouvernementale qui se tiendra à Brazzaville fin septembre de cette année. Rappelons que depuis le début de la guerre en Ukraine, le Congo-Brazzaville a affiché sa neutralité dans ce conflit. À l'Assemblée générale de l'ONU en mars dernier, 141 pays sur 193 se sont prononcés sur une résolution concernant cette guerre. Sur 54 membres africains, 26 pays sont passés d'un vote favorable en mars à un vote contre ou ont choisi la voie de la neutralité. La plupart de ces pays entretiennent une coopération de longue date avec Moscou, entre autres l'Angola, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, l'Éthiopie, l'Égypte, le Mali ou encore le Mozambique. Le ministre russe des Affaires étrangères, qui a débuté sa tournée africaine en Égypte le samedi 23 juillet, se rendra après le Congo, en Éthiopie et en Ouganda. Merci donc pour ce reportage. Alors, nous parlons de la tournée africaine du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, qui a tenu à rassurer ses partenaires, à savoir ces pays africains lourdement dépendants des céréales ukrainiens, de la disponibilité bien sûr de Moscou, de respecter cet accord qui a été signé du côté d'Istanbul. Sergei Lavrov qui a également justifié que les frappes de samedi dernier ne visaient pas le port d'Odessa, mais les infrastructures militaires. Alors Tapegou Béra, vous êtes avec nous, c'est avec vous qu'on va aborder cette thématique. Alors du côté de l'Ukraine, on a vivement critiqué lundi ce voyage de Lavrov en Afrique. L'Ukraine dénonce la quintessence du sadisme russe en affirmant, je cite, « Vous organisez une famine artificielle et vous allez réconforter les gens ». Vous signez d'une main l'initiative d'Istanbul et vous attaquez par la suite le port d'Odessa qui permet donc l'écoulement des céréales ukrainiens. Alors, quelle crédibilité apporter aux propos du chef de la diplomatie russe qui s'est déplacé dans 4 pays africains pour rassurer à ses partenaires russes de la disponibilité de Moscou de laisser écouler les céréales? Merci, Mme Zili. Je voudrais peut-être faire face aux routes par rapport à la question que vous avez posée. Nous voyons le problème non pas du côté des autres, mais de notre côté. Le problème de l'Afrique, c'est que nos dirigeants, beaucoup de nos dirigeants, ne voient pas que effectivement nous devons compter sur nous-mêmes. L'Afrique
comment on appelle, la céréale ou bien les céréales les plus produites, c'est le maïs et le sorgho. Donc, on a un problème structurel, en réalité, qui pose problème. C'est-à-dire, comment on fait pour que la production de maïs et de sorgho soit en quantité suffisante pour nourrir les Africains. Ce ne sont pas le blé. Aujourd'hui, nous voyons des Africains fabriquer du pain avec du manioc. Donc, la question du blé ne doit pas être une préoccupation pour nous. C'est pour ça que nous passons des questions structurelles. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui, comme M. Emmanuel Macron, veulent donner des leçons aux autres, notamment à la Russie, en disant, ou bien à l'Ukraine, je n'ai jamais, peut-être que je peux me tromper, jamais entendu une seule fois l'Ukraine prendre position par rapport à tous les drames que subissent les pays africains. Jusque-là, jamais. Peut-être que je me trompe, quelqu'un me dira le contraire. Nous ne sommes pas aujourd'hui à la dictée de quelqu'un ou bien de quelques groupes, de quelques personnes. Nous choisissons librement avec lequel nous voulons collaborer. Donc, la visite de M. Lavrov, nous ne la voyons pas sur l'aspect de nous apporter du blé comme des mendiants qui attendent quelque chose. Non, nous sommes conscients que ce qu'il nous faut, c'est d'avoir des unités de production en Afrique qui vont produire. Les Africains ne sont pas paresseux. Nous avons la chance d'avoir des terres arabes. Nous avons la chance d'avoir des terres qui poussent. Donc, c'est de manière endogène, je dis bien de manière endogène, les cultures endogènes qui nous sont propres de les produire, pour ne pas que nous soyons dépendants des autres. Voilà ce que nous voyons. Maintenant, la question de la visite, nous la voyons sur le plan du géostratégique. Parce qu'aujourd'hui, certainement, quand on viendra sur la lettre, on verra, nous avons un problème, et nous l'avons dit, mon frère Abdoun Da aussi l'a dit, nous avons un problème de sécurité. La sécurité physique. Aujourd'hui, depuis que les Occidentaux ont décidé de manière unilatérale d'attaquer la Libye et de donner des armes à soi-disant des djihadistes, parce que eux, quand c'est des personnes qu'ils veulent qu'ils arment, ils appellent des djihadistes modérés. Mais les mêmes djihadistes, lorsqu'ils vont dans leur pays, ils trouvent que c'est des terroristes. Ils ont donné des armes à soi-disant des djihadistes modérés pour pouvoir combattre le régime du président Kadhafi. Après qu'ils aient fait assassiner le président Kadhafi, les armes qu'ils ont distribuées, ces gens qui ont eu ces armes se sont évaporés dans la nature. Et ce sont ces armes qui sont utilisées qui tuent aujourd'hui nos différentes populations. Donc nous avons une question de sécurité. Et là, pour l'heure, nous voyons que, comment on appelle, pendant qu'on arme de manière intensive l'Ukraine, on empêche, par exemple, rien comme le Mali, de pouvoir être armé et de défendre son territoire. Vous voyez le paradoxe. Et M. Macron, dans ses propos, est toujours là pour dire oui, c'est un régime illégal. Donc aujourd'hui, si la Russie, ce qu'elle a pu faire en République centrafricaine, qui était un pays vraiment dont le pouvoir avait seulement pratiquement la capitale, et tout le reste appartenait à des bandes armées par l'Occident, aujourd'hui a pu recouvrir au moins 80% de son territoire. La même chose se passe avec le Mali, qui a pu recouvrir une grande partie, on est aujourd'hui, je crois, aux alentours de 80% de son territoire. Il reste une vingtaine de pourcents. Et d'ailleurs, à l'origine du déplacement de Sergueï Lavrov, mais vous rappelez que la priorité pour les Africains en ce moment, c'est plus la sécurité physique. Et dans ce domaine, le partenariat avec la Russie est un partenariat fructueux qui a porté des fruits déjà dans certains pays engagés dans la lutte antiterroriste. Alors, on reste toujours dans le cadre de ce sujet avec vous, Abdoul Ndam, cette tournée africaine de Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov qui a profité de cette tournée en terre africaine pour effectivement plaider la cause russe auprès des pays africains. Emmanuel Macron revenait sur une certaine propagande médiatique qui s'est faite autour de la présence de la Russie en Afrique. Alors, du côté de l'Égypte, Moscou nie être à l'origine de la crise alimentaire. On sait que de nombreux médias occidentaux, effectivement, ont présenté la Russie comme étant à l'origine de la crise alimentaire mondiale que connaît la planète en ce moment. Or, Sergueï Lavrov a fait savoir, je cite, la soi-disant crise alimentaire qui est toujours attribuée sans honte à la Russie est une histoire fausse. Selon lui, cette crise alimentaire a été aggravée
par les sanctions occidentales illégales qui avaient été infligées à la Russie. Bien évidemment, c'est ça le nœud du problème, puisqu'en réalité, ceux-là qui ont envenimé la situation, c'est bien entendu les Occidentaux, à travers les sanctions multiples. Et avant les sanctions, il faut quand même noter que la crise ou encore le conflit russo-ukrainien a été provoqué par les Occidentaux qui ont essayé d'attribuer une forme de puissance à l'Ukraine. Or, que l'Ukraine n'avait pas cette capacité de faire face à un certain nombre de choses. La Russie a évoqué des raisons, pour elle objectives, qui ont justifié l'intervention de l'armée russe en terre ukrainienne pour une cause très noble, pour des questions géostratégiques que nous connaissons plus, et on ne va plus revenir sur ces questions-là. En fait, pour dire qu'en réalité, cette crise d'avoir été envenimée, bien entendu, par ces Occidentaux qui ont pris des sanctions, des multiples sanctions, mais malheureusement, ces sanctions multiples ont eu un effet... Les États-Unis et l'Union européenne, pour bien entendu. Et ces sanctions multiples ont eu un effet boomerang dans l'économie occidentale et bien entendu dans l'économie américaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, la patate est devenue chaude. On ne sait plus à quel sens se vouer. Mais pour revenir beaucoup plus sur le déplacement de monsieur le ministre des Affaires étrangères russe, il faut l'inscrire dans la perspective d'une bataille diplomatique. Une bataille diplomatique. Le moment n'est pas au hasard. Alors on choisit, en fait, c'est le moment où M. Macron décide de se déplacer, de faire des déplacements en Afrique, que le ministre des Affaires étrangères russe également s'inscrit dans la danse. Là, c'est une bataille purement diplomatique qui s'opère dans le champ africain. Maintenant, le plus important, c'est à nous de capitaliser. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, l'Afrique se positionne comme une... il ne s'agit pas d'une coïncidence, puisque Sergei Lavrov est venu pour rassurer les partenaires africains quant à la disponibilité de Moscou, d'œuvrer à ce que toutes les mesures soient prises pour débloquer l'écoulement des céréales. Selon vous, on ne peut pas parler de coïncidence entre la présence de ces deux personnalités occidentales en Afrique? Si oui, c'est une coïncidence voulue et non hasardeuse. Vous savez, ces déclarations de la question alimentaire, la question du blé et tout, en ce moment précis, c'est un prétexte. Pourquoi? Parce qu'il faut... Là, c'est une bataille diplomatique qui atteste que nous sommes également sur le terrain. Oui. Si vous, la France, vous êtes sur le terrain africain, nous aussi, nous sommes également sur le terrain africain et que nous avons la capacité de coopérer avec certains pays africains pour démontrer qu'en réalité, que l'Afrique n'est plus une propriété, j'allais dire, d'une puissance exclusive, mais que non, la Russie est en train de renvoyer une image à la France pour dire qu'en réalité, en même temps que vous êtes en Afrique, vous pouvez être en Afrique, nous aussi, nous avons les coups de franche et la capacité de nous déplacer et de coopérer avec les... Tout ce que ne s'intéresse pas, notamment la question d'ordre, la question relevant du droit de l'homme, la question relevant de l'aspect politique, il n'y a pas d'ingérence dans cet aspect-là, et qu'on constate véritablement que de l'autre côté, notamment la France, et cette puissance-là qui a toujours tendance à avoir des ingérences sur le plan politique. Donc pour le moment, c'est aux Africains, c'est aux chefs d'État africains de capitaliser là ces différents balais diplomatiques. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours l'habitude de le dire sur ce plateau, l'Afrique plus que jamais est une destination courtisée par toutes les puissances mondiales et c'est à nous de profiter largement de cette sollicitation par les pays puissants et les pays occidentaux. Alors, Tapé Goubera, on revient vers vous pour évoquer encore un autre onglet de cette information concernant ce déplacement en terre africaine du chef de la diplomatie russe. Alors, on va s'intéresser aux relations entre la Russie et les pays africains. On sait que le président de la Commission de l'Union africaine et l'Afrique aussi ne regarde que ses intérêts, d'où cette neutralité dans sa prise de position dans ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, mais également à l'Union européenne et aux États-Unis qui sont les alliés de l'Ukraine dans cette guerre. Je pense que c'est parce que nous avons à la tête de nos États des gens qui sont ce que je peux appeler des laquais, dont dans mon livre j'ai parlé de ces Africains, les ennemis des Africains, que nous avons même ces problèmes. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, lorsque la fameuse guerre de 1939-1945, au cours de laquelle nous sommes partis investir à la fois nos ressources, nos hommes, nos femmes, tout,
On nous a payé en monnaie de singe. L'exemple le plus patent, c'est celui de Tiaroy. Après la guerre, nos parents qui ont combattu, pendant que les Français se cachaient, parce qu'il faut le dire, les gens on ne le répétera jamais assez. Je dis bien, après la guerre, monsieur, comment on appelle, le général de Gaulle a décoré 1308 personnes de la Croix de la Lorraine. Comment vous pouvez penser que 1308 sur combien de millions de Français peuvent faire la résistance? 1300. Voyez, donc ce sont nos parents qui ont permis la libération de l'Afrique et de la France et en particulier et de l'Europe. Monsieur de Gaulle, dans ses mémoires, le dit, l'appel, vous pouvez le lire. Bref, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé déporter nos parents qui demandaient simplement, comme nous sommes restés vivants, ce qui nous a été promis, qu'on nous les remette. Quand on fait les Français, on les a envoyés à Marseille, de Marseille, on les a envoyés à Tiaroy, ils ont exigé, on a tué ces personnes. Et jusque-là, aucun soldat africain qui a participé à la guerre n'a pu avoir ses soldes. Ils sont tous morts, je pense qu'il doit rester peut-être un ou deux. Et on a l'impression que c'est quelque chose de normal. Donc, ayant tiré, comme on appelle, les leçons de cette histoire, aucun Africain aujourd'hui ne va accepter que les Africains aient fait une guerre pour les autres. D'abord, la preuve, quand nous avons nos guerres, ils ne viennent pas avec les Corses. Pourquoi ils ne le font pas? C'est lui qui veut donner les leçons à qui il veut. Bref, donc nous avons besoin pour l'heure des armes, pour sécuriser nos populations, pour ne pas que nos populations, regarde ce qui se passe au Burkina Faso, pour ne pas que nos populations puissent bouger. Et une fois cela est fait, alors nous allons véritablement poser le problème réel en réfléchissant de manière endogène. Je vous l'ai dit que les cultures dont nous avons besoin, c'est le maïs et le sorgho, ça pousse sur le continent africain. Même le blé pousse en Afrique. On n'a pas besoin véritablement de cela. Pour l'heure, la venue de M. Lavrov, nous la prenons nous la voyons en termes géostratégiques et géopolitiques. Et nous allons avec ceux qui nous arrangent. Voilà ce que nous voyons. Et il n'y a rien d'autre. Et les dirigeants africains doivent aller avec la masse des Africains, parce qu'il y a eu des manifestations, par exemple, à Paris, où des frères ont demandé que nous, aujourd'hui, nous, les Africains, nous voulons aller. Il y a eu des manifestations en RDC, il y a eu des manifestations, comment on appelle, au Burkina Faso, des manifestations au Mali, comment on appelle, en République centrafricaine, pour vous dire qu'une grande partie des Africains, pour ne pas dire la majorité des Africains, veulent aujourd'hui que nous ayons des accords de partenariat véritablement élargis avec ceux qui nous arrangent. Pas forcément ceux qui veulent venir ici de manière condescendante, donner l'impression qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui on se connaît. On se connaît il y a longtemps. Il ne faut pas que les gens, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il ne faut pas que les gens vont nous distraire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Tapé Goubera. Alors, fidèles téléspectateurs, on vous rappelle, comme chaque matin, que cette émission est interactive. Vous avez donc la possibilité de nous appeler également via les numéros, les contacts qui de temps en temps vont apparaître sur votre écran. Vous pouvez également passer par Russie, aussi méconnu peut-être dans ses intentions réelles. C'est à nous maintenant de capitaliser. C'est à nous d'être prudents. Mais je n'exclus pas l'idée selon laquelle on ne doit pas coopérer, comme on ne doit pas coopérer avec les pays occidentaux. Non. Nous prenons également cette coopération entre les Africains, c'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'entre nous les Africains, chaque pays qui dispose ce que l'autre n'a pas, qu'on puisse essayer de coopérer dans la perspective de procéder à une forme d'équilibre. Et vous êtes sans ignorer que le monde est devenu un village planétaire. Et vu sur ce prisme-là, il y a des éléments que l'Afrique ne dispose pas et que pour atteindre un certain nombre de niveaux sur le plan du développement, il faut coopérer avec les autres. Maintenant, la question fondamentale est celle de savoir avec qui devons-nous coopérer et sur quelle base devons-nous coopérer. Et la réponse à ces deux questions interpelle en réalité la responsabilité de notre intérêt, et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait capitaliser notre coopération avec les autres. On dit quand même que les Africains doivent aussi faire preuve de vigilance quant à ce nouveau partenaire qu'est la Russie. Oui, c'est prudent. Je ne dis pas non qu'il faut être prudent. Oui, il faut être prudent, mais
N'oublions pas le fait qu'on peut quand même accorder cette présomption d'honnêteté à la Russie, dans la mesure où les pays où il est déjà quasiment installé, on voit quand même des points positifs, les résultats positifs en un laps de temps. Je prends le cas par exemple de la République centrafricaine. Sur le plan sécuritaire par exemple, il y a quand même le résultat est satisfaisant. Au niveau du Mali, le résultat est satisfaisant en un laps de temps. Et Tapé Gouverala a si bien dit, et je suis d'accord avec eux, vous ne pouvez pas parler d'amorcer le processus de développement sans la sécurisation a priori. Vraiment économique. Aujourd'hui, la Russie est quand même un grand partenaire ou encore un grand producteur en ce qui concerne les produits céréales tels que le blé et bien d'autres. Et également, il y a d'autres secteurs économiques sur lesquels la Russie excelle véritablement. Donc, vu sur cet angle-là, il est important que le Cameroun ou encore les pays africains puissent en réalité copier ce qui est important, ce qui peut s'adapter facilement avec la richesse africaine, afin que nous puissions, à partir de ces expertises-là, faire augmenter notre croissance économique. Et je ressors en disant que non, je ne suis pas d'accord du fait qu'on doit, si la France demande le départ de la France, il faudrait qu'on demande également le départ de la Russie. Donc elle a dit qu'on soit, on peut chasser la France, oui, mais faire preuve de vigilance aussi avec cet autre partenaire qu'elle a. Et plus qu'une joie, c'est un immense soulagement. Et pour cela, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance aux nouvelles autorités de la transition de notre pays. Mes remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le silence, individuellement ou collectivement, pour permettre l'avènement de ce jour. Permettez-moi aussi de saisir l'opportunité de ce message pour remercier tout spécialement, depuis Ouagadougou, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire, et son gouvernement pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement à Ouagadougou. Monsieur le Président du Faso et chers compatriotes, notre pays, le Burkina Faso, vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même. Cette crise, caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires, a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve. C'est ainsi que des millions de femmes, d'hommes et d'enfants démunis sont contraints à être déplacés dans leur propre pays, ce qui ébranle les fondements même de notre chère patrie. Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie, nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun, le Burkina Faso. Cette nation qui nous a été léguée par nos aïeux mérite mieux que le sort funeste que des terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puisse constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires
pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, signé son Excellence Blaise Compaoré, ancien président. Voilà donc l'intégralité de ce message qui a été lu par le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo. Alors, Tapi Goubera, vous êtes encore avec nous. On va décortiquer point par point ce message pour savoir ce qu'on peut en tirer. On s'intéresse d'abord à cette demande de pardon au peuple burkinabé. L'ancien président Blaise Compaoré a fait savoir que cette demande de pardon au peuple burkinabé est en rapport avec les actes qu'il a pu commettre durant son magistère et par la suite, il cite la famille de Thomas Sankara, qu'il qualifie d'ailleurs comme ami et frère. Alors, est-ce qu'on peut considérer cette phrase comme un aveu, voilà, en ce qui concerne sa responsabilité dans l'assassinat de Thomas Sankara, lui Compaoré, qui a été condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat du père de la révolution burkinabé? Merci. Je pense que je reviendrai certainement sur la question de la forme, mais je vais répondre de manière ponctuelle à cette question. Quand on voit le paragraphe dont il fait cas, il parle pendant son magistère, c'est-à-dire pendant le temps qu'il était au pouvoir. Or, Thomas Sankara a été tué pour que lui puisse arriver au pouvoir. Donc, vous voyez qu'il crée la confusion en donnant l'impression que c'est pendant son pouvoir, il y a eu certainement des dérives et autres, tout ça, etc. C'est ce qui est mensonger. Donc, en fait, monsieur, comment on appelle, monsieur Compaoré ne passe pas aux aveux. Pour lui, bon, écoutez, bon, j'étais au pouvoir et il y a eu certainement quelques personnes qui, certainement, de manière malencontreuse, ont dû tuer mon frère, mon ami. Bon, comme je ne suis pas informé de tout, voilà. C'est ce que, en fait, nous pressentons dans son courrier. C'est pour ça que je dis, en fait, dans son courrier, qui est ce que j'appelle un mélange de genres. Parce que si nous commençons par le départ, voilà ce qu'il dit. Il dit, répondant à l'invitation de son Excellence, M. Paul-Henri Sandogue, président du FASO, pour une constatation sur la situation très, très difficile. Donc, il est là. Le courrier est arrivé au Burkina Faso le 26 juillet, c'est-à-dire 2 semaines après. Or, le 8 juillet, M. Blaise Compaoré était au Burkina Faso. D'ailleurs, dans l'élément, quand il remercie son bienfaiteur, son colistaire dans le mal, à savoir M. Alassane Dramane Ouattara, il parle de Ouagadougou. Donc, alors que vous voyez que ça trahit ce qui en est. Il dit à Ouagadougou, c'est de Ouagadougou qu'il remercie M. Alassane Dramane Ouattara. Or, le courrier a été convoyé par une délégation. Donc déjà, d'abord, il y a, je vais dire, une foutaise, excusez-moi l'expression, de M. Blaise Compaoré vis-à-vis à la fois du vaillant peuple burkinabé et des parents de celui qu'il considère comme son frère et un ami. Quand vous commettez quelque chose qui est grave, comme ce qui s'est passé, il y a ce qu'on appelle le sens du respect. Il aurait certainement dû arriver à envoyer une délégation des gens qui ont un certain âge, par exemple, aller rencontrer, je prends un exemple, le Morenaba, porter le message pour dire voilà ce qui s'est passé, et je souhaite que, comme vous êtes une autorité morale et religieuse de ce pays-là, vous pouvez vous rapprocher des parents de mon frère pour voir comment est-ce qu'ils peuvent accorder mon pardon. Vous voyez, il y a la démarche. On est en Afrique. Il ne le fait pas. Il va au Burkina Faso. Et d'ailleurs, pour nous, nous concevons que celui qui écrit, ce n'est pas le Burkinabé qui écrit, c'est l'Ivoirien. On rappelle à toute fin utile que lorsque le 31 octobre 2014, il a été chassé par la révolution, par le peuple vaillant, peuple du Burkina Faso, 17 jours après, il a eu la nationalité ivoirienne dont il bénéficie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu droit à un avion, ce que le président Gbagbo ni le ministre Chablé n'ont pas encore pu bénéficier. Bref, donc c'était ici l'Ivoirien qui parle. Donc si l'Ivoirien parle, il faut que cet Ivoirien-là sorte pour devenir le Burkinabé, s'il le veut. Donc c'est la tradition. On arrive, on pose les actes, je veux dire, qui vont avec la tradition. Ce n'est pas à travers un courrier comme ça, qui est lu, oui, je pardonne, etc. Il a été au pouvoir pendant 27 ans. Est-ce que lui peut nous dire où se trouve la sépulture du président Thomas Sankara? Est-ce qu'aujourd'hui on sait?
Où a été enterré le président Thomas Sankara? Il a été au pouvoir pendant 27 ans. Est-ce qu'à un moment donné, la veuve, les enfants de, comment on appelle, Thomas Sankara, même les parents, est-ce qu'il a eu cette démarche pour envoyer des personnes, je dis, d'un certain âge? Parce qu'on peut faire une bêtise, comme ce qui s'est passé. Mais c'est la manière dont on veut résoudre ce problème qui peut amener la personne à accepter le pardon. Est-ce que pendant ces 27 ans, M. Blaise Compaoré, quand il était au pouvoir, fort de tout ce qu'il y a, ce qu'on appelait Hugo Blaise, l'enfant de la France-Afrique, est-ce que cette démarche a été faite? Non. Non seulement il part, il insulte les Burkinabés parce qu'il est venu en Côte d'Ivoire grâce à un avion, un hélicoptère qui a été affrété par François Hollande, par la France. Et il est venu avec ça. Dans le convoiement du courrier, on voit M. Ali Koulibaly, qui est un des membres, c'est-à-dire l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, je pense, si ma mémoire ne se trompe pas, et puis sa fille. Mais pourquoi pas sa femme? Pourquoi pas les membres de son cabinet? Vous voyez qu'il y a une foutaise dans cette démarche qui est là, et nous pensons que M. Blaise Compaoré n'est pas passé aux aveux. Nous allons davantage entrer dans le courrier, et vous allez voir que dans sa démarche, c'est une manière de dire, bon, écoutez, je l'ai dit, voilà, à partir du moment où je dis pardon publiquement, ça suffit, ça efface tout. Concentrons-nous à l'essentiel. L'essentiel qui est qu'aujourd'hui, depuis que j'ai quitté le pouvoir, vraiment tout va mal, tout va à volo, les populations sont en train de mourir, et que véritablement, il le dit dans son courrier, que le Burkina Faso, si on ne fait pas attention, va disparaître. Donc je suis venu, je suis le sauveur, je suis le héros, le Zorro de Burkina. Il faut que vous acceptez ce que j'ai dit, passons à l'essentiel, pour que je vienne conseiller M. Daniba pour sauver le Burkina Faso qui va disparaître par les terroristes. Voilà ce que moi je sens. Il n'y a aucun, selon nous, il n'y a aucun aveu, mais plutôt une insulte au vaillant peuple du Burkina Faso en général et singulièrement à la famille du président Thomas Sankara, qui d'ailleurs a réagi par rapport à ce courrier-là. Merci pour cette première prise de parole. Donc, en ce qui concerne cette deuxième thématique qui nous intéresse ce matin, alors Abdoul Ndam Tapé Goubaïra l'a souligné qu'il y a un manque de sincérité, selon lui, dans les propos de l'ancien président Blaise Compaoré, notamment sur l'assassinat de Thomas Sankara, puisqu'il dit demander pardon au peuple burkinabé pour tous les actes qu'il a pu commettre durant son magistère. Or, Thomas Sankara a bel et bien été assassiné avant la prise de pouvoir de Blaise Compaoré. Alors, selon Tapé Goubaïra, c'est un élément très essentiel qui montre que pour ce qui est de la responsabilité qui lui a été imputée dans l'assassinat de Sankara, eh bien, Blaise Compaoré, en des termes voilés, ne reconnaît pas. Pourtant, l'homme souligne par la suite assumer et déplorer du fond du cœur toutes les souffrances et les drames vécus par toutes les familles durant ses mandats à la tête du pays. Vous êtes de cet avis que l'assassinat de Thomas Sankara n'est pas assumé par Compaoré? Oui. Moi, je le dis de manière péremptoire, M. Blaise Compaoré avait intérêt à se taire. Il avait intérêt à se taire parce qu'il continue dans la bêtise. Il y a cela 2 semaines, ou plus, voire plus qu'il était au Burkina Faso. Je crois que ça doit être une occasion manifeste de demander pardon au peuple burkinabé. Vous savez, le fait d'envoyer des émissaires, ça atténue du point de vue de la démarche, la sincérité de celui qui demande le pardon. Le fait d'envoyer des émissaires, selon vous? Il fallait qu'il vienne, il s'assume. C'est lui qui a posé ces actes. Il doit s'assumer. J'aurais préféré que durant son passage, lorsqu'il a été convoqué par le lieutenant-colonel Sandaogo, vous auriez encore préféré qu'il profite de ce passage-là, pour demander pardon. Mais qu'est-ce qui nous rassure que c'est bel et bien lui qui aurait rédigé ce courrier? Il faudrait qu'il s'assume, qu'on écoute et on regarde M. Blaise Compaoré demander pardon au peuple. Voilà. Maintenant, deuxième chose, c'est la démarche. Elle n'est pas bonne. Et je questionne la sincérité de ce pardon demandé. Vous ne pouvez pas, dans les 27 ans que vous avez eu à passer au pouvoir, vous n'avez pas imaginé un seul moment qu'il fallait demander pardon au peuple burkinabé, encore moins à la famille Sankara. C'est quand vous estimez que vous n'êtes plus au pouvoir, 1, 2, vous êtes diminué sur le plan sanitaire, 3, vous avez perdu toute la sympathie populaire,
que vous demandez pardon? Pourquoi il n'a pas sollicité demander pardon quand il était encore au pouvoir? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il connaît ou encore qu'il admet que M. Sankara a été assassiné? Et écoutez un peu le discours de M. Blaise Compaoré quand il prenait le pouvoir au lendemain de l'assassinat de M. Blaise Compaoré, de M. Sankara. Il y avait un déni total, il y avait une forme d'atténuer la dimension de l'homme. Aujourd'hui, il qualifie M. Thomas Sankara de son ami et frère. Pourtant, hier, vous avez participé pour que ce monsieur puisse partir. Autre chose que je suis d'accord avec M. Tapé Goubera, c'est qu'il y a une manière de demander pardon en Afrique. Il y a une manière de demander pardon en Afrique. Cette forme-là, c'est une forme occidentale. J'aurais souhaité que M. Blaise Compaoré, qu'il arrive au Burkina Faso, il rencontre des personnes morales, comme a si bien dit M. Tapé Goubera, et qu'il entreprenne des démarches. Et que c'est à travers cette personne morale et religieuse qui doit d'abord faire le pas auprès de la famille, et on verra au moins que le monsieur, en quelque sorte, reconnaît déjà les faits et qu'on voit la dimension de l'homme à demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il craint Dieu. Deuxième aspect maintenant, qu'il parte vers cette famille, qu'il s'agenouille, qu'il demande pardon. Donc, il est encore dans son orgueil. Vous ne pouvez pas demander pardon en vous comportant de la sorte. Vous ne venez même pas par vous-même de lire votre lettre, vous envoyez des gens lire. Il se moque de qui? Donc, pour lui, il estime que le faisant comme il a fait là, c'est bon, on accepte son pardon? Non. Autre élément que je voudrais souligner. Est-ce que le pardon a quelle valeur face à une décision de justice? C'est la question que je me pose. Le pardon, il a quelle valeur face à une décision de justice? Est-ce que parce que M. Blaise Compaoré a demandé pardon et que bon, la décision de justice qui a été prise à son encontre, notamment sa peine de privation de liberté à perpétuité, c'est bon? Non. Je crois que il était important que M. Blaise Compaoré puisse se taire s'il n'était pas sincère à demander vraiment pardon. Et je me dis, ben tiens, M. Blaise Compaoré veut quand même négocier son retour au Burkina Faso. Et qu'on constate que le président de transition burkinabé aujourd'hui est en connivence étroite avec M. Blaise Compaoré. Pourquoi M. Roch Kaboré n'a pas eu à accorder ce genre de démarche à M. Blaise Compaoré? Donc je crois que je ne serai pas très long. Il était important qu'il se taise, parce qu'il est en train d'envenimer, il se moque des gens. Vous voyez la réaction de la famille de Sankara. Je crois qu'il avait intérêt à se taire que de faire cette sortie-là, qui en réalité, au lieu d'arranger les choses, sont en train d'aggraver les choses. Oui. Alors, vous êtes encore avec nous, Tapé Goubera. Vous avez suivi la réaction d'Abdoul Ndam. Alors, revenons sur ce pardon à la famille Sankara et au peuple burkinabé pour tous les actes commis durant son magistère. On sait que Compaoré a passé près de 27 ans au pouvoir. Il est accusé de malversation financière, mais aussi de beaucoup d'affaires louches, à savoir cet assassinat de Norbert Zongo, ce journaliste. Alors, selon vous, est-ce que cette demande de pardon, comme l'a d'ailleurs souligné Abdoul Ndam, devrait effacer l'acte de condamnation, puisque Compaoré a quand même été condamné à perpétuité par contumace dans cette affaire qui a été finalement jugée par la justice burkinabé? Non, non, pas du tout. Et nous sommes quand même, bon, maintenant, M. Danuba nous montre, nous lui avons fait confiance, nous lui avons accordé le doute. Et il nous montre qu'effectivement, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Abdoul Ndam, qu'il est de connivence. Or, être de connivence, ça dit qu'il est de connivence avec le dictateur d'Abidjan, à savoir M. Alassane Dramane Ouattara, qu'il a d'ailleurs vivement remercié. Et vous voyez que cette liaison-là est une liaison dangereuse. Parce que ces trios-là, enfin, voilà, dans lequel on fait, ce sont des éléments de la France-Afrique. Et le pardon ne peut pas être un pardon sincère. Permettez-moi que je fasse cette digression, ça ressemble un peu au discours de Macron, là, qui est venu au Cameroun. Bon, écoutez, on va ouvrir les archives. Vous voyez, ça dit, de manière condescendante, votre douleur importe peu. Écoutez, c'est ce qu'on dit qui compte. Voilà un peu la logique dans laquelle les gens de la France-Afrique se mettent. M. Alassane Dramane Ouattara fait la même chose en Côte d'Ivoire ici, en fait.
Parce que ce qui s'est passé, lui, ne s'est pas concerné. Je rappelle que M. Blaise Compaoré fait partie de ceux qui ont, comment on appelle, donné gîte et couvert à la rébellion en 2002 pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il est aussi passible. En fait, ça dit que si la justice se retrouve, lui aussi, il doit être cité. Logiquement, il avait parlé à l'époque que le président Gbagbo devait aller à la CPI. Il doit y être. Vous avez parlé du cas de Norbert Zongo. Norbert Zongo, à l'époque, il a été nommément cité que son petit frère, qui est aussi ivoirien, parce que c'est ça aussi le drame. Ils ont été les deux, ils ont eu la nationalité ivoirienne. François Compaoré a commandité, ou bien, je vais mettre aux conditions, aurait commandité un commando qui a tué, brûlé le journaliste Norbert Zongo. Sans compter différents autres éléments. Des Burkinabés qui ont perdu la vie, des Burkinabés qui sont en exil, des Burkinabés qui ont eu vraiment, donc les malversations dont on sait ce que M. Blaise Compaoré a fait. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère Abdoulda, la justice, enfin son pardon, ne doit pas absoudre. C'est comme dirait, on va prendre les religieux, ses péchés. Il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup. Et le manque de sincérité, la mauvaise démarche, qui est une démarche de foutaise, qui est une démarche condescendante. Parce que comme je le dis dans son courrier, il donne l'impression que depuis qu'il est parti, ça veut dire qu'en réalité, de manière insidieuse, il veut faire croire aux Burkinabés que vous avez eu tort de faire la révolution du 31 octobre 2014. Parce que depuis que je suis parti, voilà, les terroristes attaquent. Quand j'étais là, tout était bien. Peut-être que j'ai dû commettre, c'est ce qu'il dit, peut-être que j'ai dû commettre quelques éléments, mais pardonnez ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous ne disparaissez pas. Je suis revenu, je suis le sauveur. C'est pour cela qu'on allait m'appeler d'Abidjan pour venir. Je suis venu pour donner des conseils à M. Daniba. Et c'est la question qu'on se pose, M. Daniba. Pourquoi vous avez enlevé M. Roch Kaboré? Puisque le problème qui se posait, c'est le problème des terroristes. Pourquoi aller chercher alors M. Blaise Compaoré et après tout ce qui s'est passé? Vous aurez dû suggérer alors à l'époque à M. Roch Kaboré pour dire, ben, écoute, comme ça ne va pas, il y a un expert qui est un terroriste, qui est M. Blaise Compaoré, il est à côté, dit au chef de l'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, de peut-être téléphoniquement, de vous concerter pour résoudre le problème. Pourquoi est-ce que M. Daniba a fait le coup d'État? Et c'est quand même étonnant, parce que nous voyons dans sa lettre ce que M. Blaise Compaoré a dit. Mais en même temps, dans sa lettre, il y a une contradiction, parce qu'il remercie tous ceux qui ont travaillé, que ce soit individuellement ou collectivement, pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Ce qui veut dire, soit c'est une invitation, c'est-à-dire quelqu'un vous dit venez, ou alors il y a eu des gens en bas qui ont demandé, etc., pour que, après, qu'on vous permette de venir, ils nous mettent dans un doute. Mais nous savons que tout ça, c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est à l'œuvre, puisque M. Daniba, on le sait, aujourd'hui c'est un pion de la France. Il est épargné, alors qu'il est aussi dans une transition, mais sa transition est reconnue comme légitime, mais celle du Mali à côté n'est pas reconnue comme légitime. Aujourd'hui, le peuple burkinabé se bat pour dire que, parce que c'est ça aussi, je voudrais revenir, permettez une parenthèse, quand nous parlons de la Russie n'a installé aucune base en Afrique. Je répète, la Russie n'a installé aucune base militaire en Afrique. Or, nous avons des bases militaires françaises qui sont installées depuis au moins 1961. Et elles sont là, c'est comme vous avez la base du 43e Bima. C'est-à-dire que vous avez votre maison, vous avez votre gardien, vous êtes là et on vient vous voler. De deux choses, soit votre gardien est complice, ou bien il ne faisait pas son travail. Ça s'est passé en 2002. Donc, c'est pour cela, nous n'avons pas un problème contre les Français. Nous avons un problème contre l'élite française, condescendante, raciste, et avec ces militaires qui viennent, comment on appelle, détruire, bien pouvoir gêner ce qu'on appelle la souveraineté de nos États. En 1966, De Gaulle, pourtant qui a été, au vu de l'histoire qui est écrite, qui a été aidé par les Américains, a demandé que les bases militaires américaines partent de la France. Ça, les Américains n'ont pas fait de problème. Pourquoi nous, quand nous demandons, parce que ça aussi, il faut que nos frères, nos sœurs arrivent à comprendre l'histoire. En 1966, en mars 1966, De Gaulle a demandé à ce que les bases militaires américaines qui étaient installées sur le sol français soient pas sous le commandement français ou bien partent. Et c'est ce que les Américains ont fait. Autant les Américains les ont dit en 1944. Nous, quelle est l'aide que nous a apportée la France pour qu'elle puisse installer une base sur nos territoires? Aucune. Bref, c'est une parenthèse que je fais.
Donc, pour revenir, pour dire que ce qui est ici, c'est que M. Blaise Compaoré se trouve en héros, celui qui va venir sauver le Burkina. Donc, tout le reste est secondaire. Allons à l'élément patriotique. Moi, je pense que cette foutaise-là, elle est mise sur le compte de M. Danuba. Parce que c'est M. Danuba qui a permis à ce que M. Blaise Compaoré se foute, comme on appelle les Burkinabés. Pour la bonne raison que, il y a eu un des là, on peut accepter. Il n'est pas venu. Donc, Blaise Compaoré ne vient pas. Ensuite, M. Danuba fait fi des décisions de justice. Rien que seulement dans l'affaire de Thomas Sankara qui dure depuis 35 ans. Je rappelle, ça dure depuis 35 ans. Il n'est que condamné pour ça. Et M. Danuba va au-delà en s'immisçant dans le judiciaire, parce qu'on a vu que, comment on appelle, les magistrats se sont prononcés. Il est venu avec un avion de l'État de Côte d'Ivoire. Il a passé au grand maximum, je crois, 2 nuits. Il est retourné comme il était venu. C'est-à-dire, il est venu en visite officielle. C'est l'Ivoirien qui va à une visite officielle. Peut-être on peut dire le vice-président ivoirien va en visite officielle au Burkina Faso. Il revient. C'est ce que Blaise Compaoré a fait. Bref, vous voyez que c'est M. Danuba qui a permis à ce que ce monsieur-là se foute du vaillant peuple burkinabé. Se foute de la famille Sankara. M. Blaise Compaoré n'est pas dans une démarche de demander pardon. Il est là simplement pour que les gens, on lui permette peut-être de le laisser, qu'il vienne s'il a envie de, je ne sais pas, si c'est peut-être il sent sa mort prochaine, ce que nous ne le souhaitons pas. Nous voulons qu'il vive le plus longtemps possible pour qu'il puisse répondre des actes qu'il a commis pendant ce qu'il appelle ses magistères. La mort de Thomas Sankara a été faite avant son magistère. Donc, il y a cet aspect-là. Après son magistère, il y a beaucoup de méfaits qui ont été faits et ce passif doit être réglé par la justice. Et rien que par la justice. Nous ne voulons pas de réconciliation. Et je rappelle, permettez-moi cette parenthèse, la même chose en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de réconciliation qui ne ait eu de préalable la vérité et la justice. Ce sont ces 2 éléments qui sont et dont comment on appelle, la réconciliation est la conséquence. La réconciliation ne peut pas être avant. Il faut d'abord la vérité et la justice. Donc nous demandons ici au vaillant peuple de Burkina Faso de rester vigilant et qu'il y ait la vérité sur les 27 ans de règne du M. Blaise Compaoré. Tous ceux ou toutes celles qui ont perdu leur vie ou bien qui ont perdu des parents, il faut que véritablement on puisse savoir ce qu'il en est. Ensuite, il faut que pendant sa gestion, l'argent du contribuable dont son frère François Compaoré, je pense qu'il est en France, ont bénéficié. Est-ce qu'ils avaient le droit? Si oui ou non, effectivement, il faut que la justice joue son rôle. Et puis l'affaire Thomas Sankara, la justice a rendu son verdict. M. Blaise Compaoré est condamné à perpétuité, même si ce n'est pas continuellement. Mais on sait que maintenant, il peut revenir. Donc, on demande simplement à M. Blaise Compaoré de rentrer purement et simplement au Burkina Faso pour qu'il puisse purger sa peine. Déjà, rien que pour le cas Thomas Sankara. On revient vers vous, Abdoul Ndam, pour aborder un autre volet de ce message de Blaise Compaoré, qui n'est pas seulement venu sur l'affaire Sankara. Blaise Compaoré, à un moment, appelle également le peuple burkinabé à se tenir main dans la main afin de faire face aux différents défis que traverse le Burkina Faso. S'ensuit d'ailleurs une série de conseils et tout. Est-ce à dire voilà, qu'il se positionne aujourd'hui comme quelqu'un dont le Burkina Faso a besoin pour faire face aux différents challenges auxquels le pays est confronté? En fait, c'est l'idée qu'il se donne, c'est l'impression qu'il donne. Et je me dis, mais tiens, est-ce que M. Blaise Compaoré a les coudées franches et la légitimité nécessaire au regard de son expérience passée à la tête de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut se positionner comme l'homme-providence pour pouvoir permettre à ce que le Burkina Faso puisse sortir de cette situation inconfortable? Pour ma part, je ne pense pas. Je me dis, mais tiens, il faudrait que les Burkinabés puissent davantage travailler afin que les solutions soient portées par une nouvelle génération crédible qui vont quand même travailler pour l'intérêt véritable du pays. Je me dis, mais tiens, également, M. Blaise Compaoré, il a fait son temps. Et aujourd'hui, il doit se reculer et que, au lieu d'envenimer la situation, il a intérêt à prendre du recul, à demander pardon et tout simplement, il n'a plus... Selon vous, il n'est pas dans la position aujourd'hui de donner aussi ses conseils au peuple burkinabé afin de faire face aux défis auxquels il est confronté?
Bon, je refuse pas. En tant qu'ancien président. Il doit donner conseil. Mais je me dis, quelle est la valeur des conseils de M. Blaise Compaoré dans un environnement où lui-même il a sémé tout un désordre total? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui il est dans la volonté ou encore dans la perspective de retourner au pays qu'il subitement s'inscrit dans cette démarche? Je crois qu'il a été inversé depuis 2014. Et 2014 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il avait eu à faire? Et pourquoi maintenant il y a cette résurgence ou encore cette volonté manifeste de vouloir apporter sa modeste contribution en termes de conseils pour que le pays puisse sortir dans ces situations inconfortables? C'est vrai, c'était un Burkinabé, même s'il est ivoirien aujourd'hui. Son avis compte. Pourquoi? Parce qu'il est quand même citoyen. Il a été président de la République. Mais la question fondamentale que je me pose, c'est celle de savoir est-ce que les conseils qu'apporte M. Blaise Compaoré sont quand même des conseils à prendre au sérieux? Et si tant est bien qu'il a été à la tête de l'État, on a vu comment il a géré, il a traîné beaucoup de casseroles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un personnage ou encore une personnalité chez qui on devait s'abreuver à l'effet de pouvoir sortir le Burkina Faso de cette situation? Je crois que le peuple burkinabé est conscient, ce peuple burkinabé d'accepter son pardon, ce peuple burkinabé d'accepter qu'il apporte sa modeste contribution. Je crois que il est citoyen et que bon, pourquoi ne pas l'écouter si c'est possible? Voilà, alors Tapé Goubera, alors cette demande de pardon, selon vous, est-ce qu'elle devrait aussi être prise en compte par le peuple burkinabé, notamment en ce qui concerne les actes que Blaise Compaoré a eu à commettre durant son magistère, puisqu'on rappelle quand même que cette lettre intervient dans un contexte précis. Blaise Compaoré a envoyé cette lettre dans le contexte du processus de réconciliation nationale qui a été engagé par le lieutenant-colonel Paul Sandaogo. S'il faille regarder cette missive dans ce contexte, est-ce que le peuple burkinabé, effectivement, devrait lui accorder ce pardon? Moi, nous n'avons pas la capacité de donner une injonction au vaillant peuple burkinabé. C'est au peuple burkinabé d'apprécier, selon leurs sentiments, le pardon de M. Blaise Compaoré. Nous ne faisons que faire des analyses. Mais notre analyse en tant qu'Africain, et étant proche du peuple burkinabé, ce sont les Occidentaux qui, du 15 novembre 1884 au 27 février 1885, ont scindé le continent en plusieurs étapes contre notre volonté. Donc moi, je ne me considère pas comme burkinabé, comme ivoirien, je me considère d'abord comme africain. Et pour partir de là, lorsque le 15 octobre 1987, j'étais encore jeune lycéen, j'ai pleuré. Pourtant, je n'ai jamais eu la chance de voir Thomas Sankara. J'ai pleuré, comme si je venais de perdre mon père, comme si je venais de perdre ma mère. Vous voyez? Donc, c'est un sentiment qui m'a atteint à l'époque. Aujourd'hui, donc, je suis véritablement touché. Et nous avons vu que pendant la gestion, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Abdounda, la mort de Thomas Sankara, ce qui a été dit, d'ailleurs même le médecin a mis sur l'acte de décès que c'était une mort naturelle, et bref. Et il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Donc c'est le peuple burkinabé qui a subi les 27 ans, qui sait ce qui en est. Un proverbe africain dit, c'est celui qui porte la plaie qui connaît la nature de la douleur. Ce n'est pas celui qui dit, mais ça te fait mal. Donc nous pensons que c'est le peuple burkinabé d'apprécier le pardon. Ce faisant, nous pensons que, comme nous l'avons dit, on peut accepter le pardon, mais il y a un préalable. Le préalable, c'est d'abord la vérité, la justice, et ensuite, peut-être s'il y a, le pardon doit être accepté. Parce que si, par exemple, nous prenons les parents du journaliste Norbert Zongo, on sait que M. Norbert Zongo a été tué de manière atroce. Est-ce qu'ils l'ont brûlé avant de lui? Est-ce qu'ils l'ont brûlé vivant? Est-ce qu'ils l'ont tué avant de le brûler? Comment cela a été fait? Il est tout à fait normal que nous le sachions. Je prends ce cas seulement de votre confrère, enfin, de votre ex-confrère, M. Norbert Zongo. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Et donc, pour nous, c'est pour cela que nous disons qu'il faut que la justice joue son rôle. Et nous pensons toujours ou dit à M. Damiba, si vous avez enlevé M. Roch Kaboré
qui n'est pas forcément notre ami. Mais c'est parce que il y avait un problème ponctuel qui était là, c'est le problème de la sécurité des Burkinabés, des groupes djihadistes. Et c'est pour cela que vous êtes venus. Votre objectif, ce n'est pas de créer une réconciliation, c'est pas ça votre rôle. Regardez, quand même on dit si on n'est pas intelligent, mais on doit être malin. Regardez ce qui se passe au Mali. Au Mali, les gens sont venus parce qu'il y a un problème d'ordre sécurité. Ils sont en train de les résoudre. D'ailleurs, on est en train de mettre les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, ce que les Burkinabés et les Africains demandent à M. Damiba, ce n'est pas de chercher à envoyer un bled comparé. C'est comment faire pour ne pas que les populations du Burkina Faso soient attaquées nuit et jour. Alors, étant militaire, d'ailleurs, il a même écrit sa thèse dessus, dans la thèse dans laquelle, bon, il y a des parties qui sont bonnes, mais une bonne partie où il n'épingle pas le problème réel. Puisqu'il a écrit une thèse dessus, je pense qu'en venant, il a la solution. C'est un livre qui existe, c'est quelque chose qu'il a réfléchi. Dans sa thèse, ce n'est pas de réconcilier Blaise Compaoré au peuple burkinabé, c'est pas ça. Ce pour lequel il est là, c'est que pour lui et son groupe, c'est que M. Roch Kaboré n'était pas en mesure de faire face aux terroristes. Donc quand il arrive, ça doit être la préoccupation première. Une occasion se présente. Aujourd'hui, la Russie, jusqu'à preuve du contraire, n'installe pas de base, mais elle est prête, dans un rapport gagnant-gagnant, à vous aider. Écoutez, M. Damiba, souffrez que ma modeste personne vous dise, si vous avez besoin de conseils. Voilà, voyez, M. Lavrov signer un contrat avec lui en bonne